Le haut potentiel intellectuel, le fameux HPI, on en entend parler partout. Génie incompris pour les uns, éternel angoissé pour les autres, c'est un sujet qui fascine mais qui est aussi rempli de clichés. Alors, ensemble, on va mettre tout ça de côté et se concentrer sur une seule chose, ce que la science nous dit vraiment. Voilà l'image qu'on a tous en tête, pas vrai? Ces étiquettes, on les voit partout. Le génie un peu torturé, l'hypersensible à fleur de peau, c'est une caricature presque romantique qui colle à la peau des personnes HPI dans l'imaginaire collectif. Mais est-ce que cette image correspond à la réalité? C'est la grande question. Alors pour y répondre, on va faire une pause sur les idées reçues et on va plonger directement dans les données, les vraies, celles qui viennent d'études et de sources solides comme l'INSERM, Cambridge ou encore Sage Journals. Voyons ce qu'elles ont à nous dire. Allez, première étape, on commence par le commencement. Avant même de parler des mythes, il faut qu'on se mette d'accord sur les mots qu'on utilise. Parce que vous allez voir, le vocabulaire lui-même, c'est souvent la première source de confusion. Regardez, chaque terme a sa petite nuance. HPI, c'est celui qu'on entend le plus. HQI, c'est plus technique, ça parle vraiment du score au test de QI. Surdoué, c'est le mot de tous les jours, un peu fourre-tout et moins scientifique. Et EIP, pour enfant intellectuellement précoce, c'est le terme qu'on trouve dans les textes de l'éducation nationale. C'est important de faire la différence, ça nous rappelle qu'une impression ne remplace jamais un diagnostic rigoureux. Bon, maintenant que les mots sont plus clairs, on peut construire une base solide. Avant d'aller déconstruire les mythes, demandons-nous simplement, d'un point de vue purement scientifique, qu'est-ce que le HPI? Si on prend la définition de référence, celle de l'Association américaine de psychologie, on voit que c'est très factuel. C'est ce qu'on appelle une définition psychométrique, c'est-à-dire basée sur une mesure. En gros, un très bon niveau d'efficacité intellectuelle qu'on objective avec un score de QI, généralement situé à 130 ou plus. On est donc sur quelque chose de précis, de mesurable, bien loin des portraits un peu flous qu'on voit d'habitude. Et si il n'y avait qu'un seul mot, mais vraiment un seul, à retenir de tout ce que la science nous apprend sur le HPI, ce serait celui-là. Hétérogène. Ce mot est absolument essentiel. Pourquoi? Parce qu'il vient complètement casser l'idée d'une sorte de supériorité intellectuelle dans tous les domaines. Des études très sérieuses publiées par Cambridge ou MDPI montrent qu'en moyenne, les personnes HPI ont de grandes facilités dans certains domaines, mais des performances tout à fait dans la norme pour d'autres, comme la planification ou la mémoire visuelle. La conclusion des scientifiques est donc sans appel. Il n'y a pas un seul et unique profil HPI. Ok, maintenant qu'on a cette base solide et factuelle, on est bien équipé. On peut commencer notre enquête et s'attaquer de front aux mythes les plus tenaces sur le HPI. On commence par le cliché numéro 1, celui qu'on entend absolument partout. L'idée que si on est HPI, on est forcément en souffrance psychologique. Alors, est-ce que c'est vraiment inévitable? Et là, le décalage entre la croyance populaire et les données est assez énorme. Une méta-analyse, c'est-à-dire une étude qui compile les résultats de plein d'autres études, publiée dans Sage Journals, est très claire. On ne trouve pas de preuve d'un surplus systématique d'anxiété ou de dépression chez les personnes HPI. Encore une fois, la réalité est bien trop diverse, bien trop hétérogène pour en faire une règle générale. Allez, autre mythe très populaire, l'hypersensibilité. Est-ce que c'est vraiment une caractéristique qui va de pair avec le HPI? Ici aussi, la recherche scientifique vient nuancer très fortement le tableau. Des publications sur des portails comme Kern.info expliquent que si certains professionnels observent cette sensibilité en consultation, les études à grande échelle, elles, ne la confirment pas du tout comme un trait systématique. En clair, l'hypersensibilité n'est ni universelle chez les HPI, ni spécifique à eux. Passons maintenant à l'autre versant du mythe, la face un peu plus lumineuse, mais tout aussi réductrice, l'idée qu'un haut potentiel serait une garantie de réussite scolaire, un parcours sans faute. Et sans surprise, la réalité est bien plus complexe. Bien sûr que le HPI est un atout, un facteur qui favorise la réussite, mais ça ne la garantit absolument pas. Des facteurs comme l'ennui, le manque de défis ou un environnement scolaire qui n'est pas adapté peuvent totalement conduire à une sous-performance et même à des difficultés. Le fait de déconstruire tous ces mythes, ça nous permet de mettre en lumière un vrai défi, un enjeu bien réel, mais souvent invisible, qui se cache juste derrière les idées reçues. Et cet enjeu, il porte un nom un peu technique, mais vous allez voir, c'est un concept vraiment essentiel pour comprendre la complexité du HPI. C'est la double exceptionnalité. Le mécanisme est à la fois simple et redoutable. Une personne peut être à la fois HPI et avoir un trouble, par exemple un TDAH ou une dyslexie. Le gros problème, c'est ce que les spécialistes appellent le masquage mutuel. Soit le haut potentiel est tellement efficace qu'il compense le trouble et le rend invisible, soit, à l'inverse, le trouble est si présent qu'il empêche de voir le potentiel. La conséquence de tout ça? Des profils complexes qui passent très souvent sous les radars. Et ça, c'est une leçon pratique et absolument cruciale. Il faut à tout prix éviter d'avoir une vision en tunnel, c'est-à-dire de ne voir que le potentiel en niant les difficultés, ou à l'inverse, de se focaliser sur un trouble en passant complètement à côté du potentiel. La clé, c'est de toujours se poser la question des deux.
Alors, face à toute cette complexité, on fait quoi concrètement? Comment on s'y prend? À quoi ressemble une démarche qui soit vraiment fiable pour identifier et accompagner correctement une personne à haut potentiel? Là-dessus, les sources institutionnelles comme l'INSERM sont très claires. Une évaluation sérieuse, ce n'est pas un jeu, c'est un acte clinique complexe qui doit être mené par un psychologue qualifié. Ça combine des tests standardisés, mais aussi une analyse clinique globale de la personne. C'est un processus rigoureux qui, bien évidemment, ne peut absolument pas être remplacé par un petit quiz trouvé sur Internet. Et à l'école, comment ça se passe? Les recommandations officielles, comme celles qu'on trouve sur Eduscol, insistent sur un point qui est essentiel. Le but, ce n'est pas de donner plus de travail, mais un travail différent. L'idée, c'est de proposer des choses plus profondes, plus complexes, qui vont stimuler la créativité, l'autonomie. C'est ça le principe de l'enrichissement pédagogique. Alors, si on devait résumer le point le plus fondamental de toute la recherche scientifique sur le sujet, ce serait celui-ci. Le HPI, c'est une caractéristique cognitive. Ce n'est pas un trouble, ce n'est pas une pathologie. Il peut tout à fait coexister avec des difficultés, bien sûr, mais il n'en est pas la cause. Finalement, en allant au-delà des mythes et des clichés, la science nous ramène à une question bien plus humaine. Et si le véritable enjeu, ce n'était pas tant de définir le HPI, mais tout simplement d'apprendre à voir la personne dans toute sa richesse et sa complexité, bien au-delà d'une simple étiquette ou d'un score.